Bonjour Natacha. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous me voyez d'une part, est-ce que vous m'entendez, mais est-ce que vous voyez aussi le support qui s'affiche? Normalement, il y a écrit la troisième, le palier avant le lycée. Confirmez-moi dans le chat que c'est bon pour vous. Marie me dit oui, Perrine aussi, super. Et si je change de slide, est-ce que ça change aussi pour vous? Parce qu'on a déjà eu le problème parfois. C'est bon? Yes, me dit Marie. Magnifique. Bon, alors voilà, je démarre tout de suite et je vais pas être trop, voilà, vous voyez 5 défis là? Ah, attendez, non, c'est pas la bonne normalement. Vous êtes censé voir une slide avec écrit Qui sommes-nous? Est-ce que c'est bien ça que vous voyez? Normalement, oui, c'est ça. Ok. Parce que normalement, vous ne voyez que ma tête, on est bien d'accord, et qui sommes-nous? C'est ça? On est bon? Super. J'ai coupé les caméras et les micros parce que l'objectif, c'est de pas faire trop de cacophonie, mais vous êtes évidemment très encouragé à participer dans le chat autant que vous voulez par écrit. Donc, je me présente, je m'appelle Emery de Vosges, je suis l'un des deux fondateurs du groupe Cartésia Éducation avec Benjamin Charignon. Ça fait 15 ans qu'on est entrepreneur dans l'éducation et qu'on a, après des parcours différents, mais on a tous les deux fait une école de commerce, moi par la voie des admissions parallèles, après avoir fait du droit à SAS et lui après une classe prépa, eh bien on est devenu, lui prof et moi avocat, et puis assez rapidement on s'est lancé dans la préparation des concours qui permettent d'intégrer une grande école. On a préparé plusieurs milliers d'élèves, notamment des élèves de première et de terminale au concours post-bac qui leur permet de réussir le tournant des études supérieures. On a une certaine connaissance des filières sélectives, du droit, de la médecine. Et depuis maintenant presque 2 ans, dans le cadre de la méthode Aristote, nous accompagnons des collégiens et des lycéens pour les aider à réussir leur scolarité en leur donnant de la méthode, parce que c'est ça notre maître mot, c'est l'excellence, mais concrètement, ça se traduit beaucoup par de la méthode à ces âges-là. Et l'objectif, c'est d'aujourd'hui vous parler de la classe de troisième, puisque si vous êtes connecté, c'est que vous avez un enfant qui rentre en troisième dans quelques jours. Et je voudrais vous présenter les 5 changements pour commencer, les 5 défis qui attendent votre enfant. Je vous dirai aussi ce que vous pouvez faire pour l'aider, ce qu'il attend concrètement en français, en maths et en méthode en troisième. Je vous parlerai enfin de l'état d'esprit qu'il est recommandé d'avoir si on veut réussir sa classe de troisième et ce qu'on a constaté, nous, parmi tous les élèves qu'on accompagne. On commence peut-être par un premier peut-être sondage. Euh, Quelle est votre principale inquiétude? Si on peut parler d'inquiétude, il n'est pas obligé d'être inquiet, mais en tout cas, ça peut arriver d'avoir des inquiétudes quand un enfant entame une nouvelle classe. Donc, est-ce que vous diriez que c'est le brevet pour vous, l'orientation, la motivation, les écrans ou le sommeil? Perrine, vous me dites que c'est l'orientation, votre sujet. D'accord, entendu, je comprends. Effectivement, la classe de troisième, on va en parler, c'est une classe qui commence à appeler des décisions qui vont avoir un impact sur la suite. Patricia, c'est le brevet et le sommeil. Carole, la motivation. Marie, le brevet. Léa, le brevet. Diane, pour vous, c'est la motivation, les écrans, le sommeil. Karine, la méthode. Oui, il y a d'autres propositions possibles. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Trouver sa voie, donc l'orientation pour Aurélie, entendu. On va parler de tout ça. Alors, les 5 défis qui attendent votre enfant en classe de troisième sont les suivants. C'est de l'année du brevet pour commencer, on va en parler évidemment. C'est l'année de la projection dans l'avenir ensuite. Vous avez parlé d'orientation dans le chat. C'est vrai que c'est une année où on commence à devoir répondre à des questions structurantes. C'est l'année où les relations sociales, le groupe va compter de plus en plus, encore plus que l'année des précédentes, et ça va avoir un impact sur la scolarité. Ça va avoir un impact sur vous, sur les rapports avec votre enfant et sur l'ambiance à la maison. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe sur le plan émotionnel et aussi cérébral quand on a cet âge-là. C'est important de savoir tout ça pour pouvoir l'aider au mieux. Alors, l'année du brevet, pour commencer. Alors, d'abord, la troisième, c'est une année où, a priori, pas grand-chose, il n'y aura pas beaucoup de changements. C'est le même collège, c'est les mêmes camarades. On n'a pas de grands virages comme on a eu entre le CM2 ou la sixième, ou comme on aura à l'arrivée en seconde l'année suivante. Mais il y a quand même une différence, c'est ce fameux brevet qui se pointe à la fin de l'année. Et il y a 3 raisons, je pense, de prendre le brevet au sérieux, parce que c'est assez fréquent d'entendre des élèves de troisième dire le brevet, tout le monde là, je m'en fiche, c'est pas un enjeu en fait. Et parfois des parents emboîtent le pas d'ailleurs en disant
c'est vrai, c'est pas tellement un enjeu le brevet. Euh, L'enjeu, c'est plutôt le bac, et même le bac n'est pas tellement un enjeu. Le vrai enjeu, c'est Parcoursup, en fait. Tout ça à mon avis, un peu dangereux parce que euh, ne pas considérer que le brevet est un enjeu important, au motif qu'il va l'avoir et qu'il va l'avoir très correctement, c'est quand même peut-être se priver de la première occasion qu'il a de se confronter à un examen officiel. Et cet examen, si lui en tant que tel n'a pas énormément de poids, c'est vrai, et qu'il est très facile, eh bien en fait, il va préfigurer les autres examens. C'est un peu un galop d'essai, on peut dire. Et donc c'est important de le prendre au sérieux parce que pas tellement pour l'avoir ou ne pas l'avoir, mais parce que ça conditionne. C'est-à-dire que le brevet, il faut savoir, si on l'appréhende sérieusement, on va se poser des questions sur la gestion de l'enjeu, sur la gestion du stress. Il y en a un peu quand même le jour J. On va pouvoir constater aussi qu'il y a un écart entre les brevets blancs et le brevet lui-même. C'est-à-dire, en fait, ça arrive d'avoir des élèves qui réussissent mieux pendant les examens officiels que pendant toute l'année. Parce que bah, ils arrivent à sortir leur meilleur jeu lorsque ça compte. Et ils arrivent à mobiliser en eux, en fait, le meilleur d'eux-mêmes, à se concentrer. Mais ça arrive aussi l'inverse, c'est-à-dire des élèves qui perdent pied, qui sont déstabilisés par le stress du jour J. Et donc, c'est très important de savoir gérer son stress et savoir se comporter correctement pendant un examen officiel. Et c'est très important, du coup, de prendre ce premier passage au sérieux. Et puis enfin, une mention, c'est toujours une occasion de euh, prendre un peu des points de confiance. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'avoir le brevet en tant que tel, mais c'est d'avoir la meilleure note possible. Euh, et il y a beaucoup d'élèves qui, en fait, arrivent en seconde, au lycée, avec une confiance renouvelée parce qu'ils ont réussi à avoir une très très bonne note au lycée. Euh, on peut passer en seconde sans avoir le brevet, hein, pour répondre à votre question, mais le but, c'est surtout qu'il faut passer en seconde en ayant la meilleure mention possible. Tous les élèves que je connais qui se moquaient du brevet, en fait, ont été extrêmement fiers de m'annoncer qu'ils avaient une mention très bien au brevet. Donc ça comptait un peu comme pour eux quand même. Et c'est vrai on n'aborde pas la seconde de la même façon selon qu'on a eu une très bonne note au brevet. Et un élève qui est moyen en troisième, s'il finit par une belle mention au brevet, ça va être une sorte de départ lancé pour la seconde qui va être très précieux. La classe de troisième, deuxième défi, c'est le début de la... Donc mon message, c'était de dire, abordons le brevet un peu sérieusement quand même. Deuxième enjeu de l'année de la troisième, le début de la projection dans l'avenir. Le troisième, c'est une année d'orientation avec des premiers choix qui vont compter pour l'après-collège. Les questions les choix importants, c'est le stage en entreprise, hein, où le faire. Le choix de la filière, est-ce que ça va être une seconde générale ensuite, ou techno, ou professionnel, ou un CAP? Et puis en seconde, il va y avoir d'autres questions qui vont se poser ensuite. Ça va être la question des spécialités. Et puis, en première, il y aura la question les spécialités à garder ou pas en terminale. Il y a le bac de français qui arrive, le bac de maths et puis Parcoursup. Donc, en fait, on va rentrer à partir de la troisième dans une logique où on va constituer un dossier qui va être composé de notes qui vont compter pour l'avenir et il va y avoir de plus en plus de questions d'orientation qui vont se poser. Donc, c'est important de bien gérer ce virage. Quand on a des questions importantes, stratégiques, ça peut occasionner un peu de stress, mais il faut savoir les aborder sereinement. On accompagne, nous, chaque année, beaucoup d'élèves de troisième pour les aider dans tous ces choix. On aborde les questions avec méthode, on leur explique un peu comment ils peuvent y répondre. Et vous, en tant que parent, vous avez un enjeu, évidemment, d'être à leur côté pour les aider, sans leur donner l'impression que c'est vous qui prenez la décision, en même temps, sans être absent complètement, parce qu'un élève a besoin de ses parents pour prendre les bonnes décisions. Le troisième enjeu, c'est les relations sociales en troisième qui vont devenir de plus en plus centrales. C'était déjà le cas en quatrième, vous l'avez constaté, mais là en troisième, le centre de gravité continue de se déplacer. En un mot, de quoi à quoi comme déplacement? Bah, de vous
vers les copains. C'est-à-dire que ce que pensent les copains, le groupe, va peser de plus en plus lourd et va avoir tendance à même peser plus que ce que vous pensez, ce que vous dites vous. Le groupe est un vrai miroir. C'est le début d'une métamorphose qui ne fera que s'amplifier, qui n'est pas très agréable en tant que parent. On voit bien que son enfant s'habille, parle, rit en fonction d'un public qui n'est plus vous. À la maison, c'est parfois des portes qui se ferment, des réponses laconiques en 3 mots, et une vie qui se joue désormais un peu ailleurs, c'est-à-dire sur les écrans, beaucoup, dans la cour de récré, beaucoup. On a l'impression parfois que notre enfant est en train de nous échapper, mais vous connaissez tous cet arrachement de l'adolescence qui est nécessaire pour se construire, qui n'est pas très agréable, mais en tant que parent, il va falloir intégrer ça. Et c'est sûr que d'arriver à éviter le conflit permanent, c'est important pour son bien-être et pour sa scolarité. Sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est les montagnes russes. Quand on a 14 ou 15 ans, on arrive vraiment à un âge où, ça y est, les variations d'humeur liées aux transformations physiques et psychologiques de l'adolescence sont considérables. L'enfant développe une meilleure connaissance de lui-même, mais il a du mal à gérer ses émotions. Hein, il se connaît de plus en plus, mais se maîtriser, c'est encore autre chose. Et donc, on peut se rappeler ces chiffres quand même, entre 11 et 16 ans, la testostérone est multipliée par presque 20 pour les garçons et les oestrogènes par 10 pour les filles. Donc, c'est une révolution intérieure. L'adolescent n'a pas forcément un mauvais caractère en soi, simplement il a un corps qui est en effervescence hormonale. Un jour, ça peut être le roi du monde, tout va bien. Le lendemain, c'est le roi du désespoir. Rien n'a changé objectivement dans son environnement, mais sa météo intérieure a été complètement bouleversée. C'est pas facile à gérer en tant que parent. Vous le savez, c'est important de le garder en tête pour essayer de faire preuve d'empathie. Et puis du côté du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Entre 12 et 20 ans, ben, on détruit de la matière grise. C'est intéressant de savoir ça. En fait, le cerveau va faire le tri à cet âge-là. Hein, il va supprimer des connexions qui sont peu utilisées et il va renforcer au contraire celles qui servent, un peu comme un jardinier qui taille un rosier pour que la sève se concentre sur les branches qui vont fleurir. Et donc, c'est très, très, très intéressant de comprendre que les gestes mentaux que va faire votre enfant en troisième, eh bien, comme quand il travaille, reformuler un énoncé, planifier dans son agenda, mémoriser une information, trier l'information, tous ces gestes-là, s'ils sont répétés, eh bien, ils vont être renforcés parce que le cerveau va comprendre qu'il faut leur envoyer plus de connexions neuronales. Et donc, ils vont devenir plus rapides, ces gestes, et moins coûteux, parce que les circuits neuronaux vont être consolidés. Inversement, si ces gestes ne sont pas rarement réalisés, ils vont moins s'automatiser et ils vont devenir plus coûteux. Pas impossible à résoudre, mais plus difficile. D'où l'importance de travailler, de mettre en place des automatismes et des réflexes et d'apprendre à apprendre efficacement. Et ce n'est pas facile parce que l'effort intellectuel, c'est en fait une douleur. Un effort, c'est une douleur. Donc, euh, traîner, repousser, abandonner quand ça résiste, c'est assez humain finalement. C'est-à-dire que l'effort mental, c'est pénible. C'est comme si on fait un effort physique. C'est pénible, en fait. Quand on fait 20 pompes ou quand on se met à courir 20 minutes, quand on n'a pas l'habitude, c'est une douleur. Et donc, il faut bien se rendre compte que quand on n'a pas l'habitude de développer encore le goût de l'effort, et à cet âge-là, on n'a pas toujours développé le goût de l'effort intellectuel, c'est peu de le dire, ben, beaucoup d'enfants abandonnent, c'est-à-dire se disent bah, soit je comprends tout de suite et ça ne me demande pas d'effort, soit je ne comprends pas, j'abandonne. Et là, ils confondent à ce moment-là, quand ils font ça, difficulté et incapacité. Ils ont peur de rater parfois, et puis ils sont aussi à une époque qui n'est pas la même que la nôtre. Vous vous rappelez quand vous étiez en troisième peut-être, ou au collège ou au lycée, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, donc il n'y avait pas aussi ce sentiment que on peut avoir la réponse immédiatement en une seconde. C'est-à-dire que la réflexion, le travail, l'effort, autrement dit, était un peu le seul moyen d'arriver à la solution. Aujourd'hui, ils ont des concurrents qui sont un peu de la concurrence déloyale. Avec le téléphone et l'IA en particulier, on peut trouver la réponse à un exercice de maths en une demi-seconde, avoir une rédaction toute faite, toute rédigée en une demi-seconde aussi. Et donc, le travail devient un peu anormal, insupportable presque, de se dire, mais pourquoi est-ce que je devrais chercher pendant 10 minutes la réponse alors que je pourrais l'avoir en un clic? Pourquoi est-ce que je devrais passer 20 minutes à écrire un paragraphe en français alors que l'IA le ferait en une demi-seconde mieux que moi.
Donc tout ça, ça peut être un peu décourageant. Et c'est là qu'il va falloir réussir à réintroduire le goût de l'effort. Et c'est indispensable que ces gestes mentaux-là soient en fait non pas abandonnés au profit de l'écran ou de l'IA, mais au contraire renforcés pour que les connexions se renforcent. Voilà pour les premiers, les 5 grands défis, disons, qui arrivent en troisième. Alors, ce que vous pouvez faire, vous, pour aider votre enfant, et n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans le chat, évidemment, peut-être d'abord commencer par des rappels évidents. Je n'ai pas du tout envie de vous faire la leçon, bien sûr, parce que vous êtes parents comme moi, mais vous savez tout ça très bien. Mais c'est bien, peut-être quand on parle de scolarité, de se rappeler les enjeux périphériques qui vont avoir un impact. Et pour commencer, le cadre de vie. Et peut-être le sommeil, parce que c'est pas l'enfant qui va s'auto-réguler et qui va s'imposer un équilibre de vie. C'est vraiment le rôle des parents de poser un cadre sain, et c'est grâce à ce cadre, c'est dans ce cadre que la scolarité pourra se dérouler de façon sereine et positive et réussie. Et ça commence par le sommeil. Les adolescents, à cet âge-là, 13, 14, 15 ans, ont besoin de 9 à 11 heures de sommeil. C'est pas facile, la majorité des ados ne dorment pas autant, mais cette dette de sommeil, elle se paye en attention et en mémorisation. Et évidemment que les écrans sont une menace, un ennemi pour ça. Et si vous pouvez arriver à ce que les écrans soient vraiment en dehors de la chambre 1 heure avant le coucher, ça permet d'augmenter les chances que l'enfant dorme. L'alimentation, évidemment aussi, vous êtes forcément garant beaucoup mieux que lui de l'équilibre alimentaire et notamment du petit déjeuner, parce que là, les ados qui n'ont pas faim le matin, c'est très fréquent, n'empêche que s'ils partent le ventre vide, ça va se payer en attention et en mémorisation pendant les cours de la matinée. Et donc, il faut savoir user, proposer du sucré, du salé, autre chose, mais tout faire pour que l'enfant ne parte pas le ventre vide. Et puis l'activité physique, évidemment, qui compte aussi beaucoup. Donc poser ce cadre de vie sain, c'est sûr que c'est donner des chances à son ado de réussir mieux sa classe de troisième. Les écrans, alors là, vous avez failli être aidé par cette loi aurait pu passer, mais malheureusement qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel et qui fait que votre enfant va pouvoir avoir encore accès aux réseaux sociaux, hélas, et on peut quand même proposer des règles pour essayer que ça se passe le moins mal possible avec les écrans. J'ai parlé du téléphone dans la chambre qui doit pas être dans la chambre pendant la nuit. Euh, il faut mieux proposer des horaires que des durées, c'est-à-dire interdire le téléphone à certains moments dans la journée plutôt que de dire qu'il y a une durée, parce que parfois ils sont un peu toujours quand même dessus, donc ni le matin avant les cours, ni pendant les repas, par exemple, et puis parler évidemment abondamment avec votre enfant de ce qu'il voit sur les réseaux, de ce qu'il voit sur Internet, des contenus violents, des comparaisons qui peuvent perturber sa croissance et la confiance qu'il peut avoir en lui. Bref, voilà. Et puis évidemment, l'exemple des parents, c'est difficile. Je suis le premier à être pris à défaut par mes propres enfants qui me disent, bah oui, mais toi-même, tu es sur ton téléphone. Voilà, nous, on essaie de le mettre dans un panier à l'entrée avec ma femme et de ne pas y toucher. C'est pas évident, mais c'est vrai que c'est un combat. L'enjeu quand on a son ado qui grandit et qui est en train de se détacher de soi pour aller le plus vers le groupe, vers les amis, c'est de trouver la bonne posture parce que on a envie quand même de rester collé à lui, on n'a pas très envie de le voir exister comme ça en dehors de nous et de le voir que ce qu'on propose, qu'on conseille a moins de valeur à ses yeux que ce que disent ses meilleurs copains. Il faut savoir que euh, s'il y a un décrochage scolaire, s'il y a des mauvaises notes, c'est pas forcément qu'il y a un désintérêt pour ce qu'il apprend à l'école, c'est que parfois l'intérêt est parti ailleurs. À cet âge-là, les amitiés, par exemple, se renforcent et vont avoir un impact sur sa psychologie. Vous vous rappelez à cet âge-là, quand vous étiez fâché avec vos meilleurs copains ou votre meilleure copine, ou qu'il y avait un problème de cœur, en fait, ça prend tout de suite une proportion considérable et donc ça mange tout le cerveau. On a du mal à se concentrer. Et ça, on a du mal à faire la part des choses comme on apprend à le faire ensuite quand on est adulte. Et donc, des notes qui flottent, un petit trou d'air, c'est pas forcément qu'il se fiche de l'école, c'est qu'il est peut-être pris par autre chose. Et ça, le rôle, c'est d'arriver à essayer d'avoir l'information, à accepter, à défaut d'être le centre de sa vie, de rester un point fixe au moins, qui est présent, qui est là, qui pose un cadre, qui me pose des limites, qui sait écouter, qui sait valoriser. Et qui sait valoriser notamment les efforts plus que le résultat, les efforts plus que la perfection. C'est-à-dire que encourager son enfant
reconnaître ses réussites, reconnaître quand il travaille, reconnaître aussi que s'il a échoué à ce moment-là, c'est pas forcément grave, à condition qu'il en tire les leçons. Lui faire confiance en un mot, c'est extrêmement performateur. Moi, quand j'étais étudiant, mes parents ont toujours pensé, quand je partais à mes examens, que j'allais réussir. Et je sentais qu'ils me faisaient vraiment confiance et qu'ils croyaient en moi. Et si je réussissais, c'était probablement grâce à ça. Et mon meilleur copain de l'époque, ses parents pensaient exactement le contraire et n'hésitaient pas à le lui rappeler d'ailleurs quand il partait aussi en amphi pour ses examens, en disant qu'il allait probablement rater encore vu qu'il n'avait pas travaillé. Et en fait, c'est autoréalisateur ce genre de choses. Donc, si votre enfant sent que vous lui faites confiance, il va forcément travailler différemment. Et faire confiance, c'est aussi ne pas stigmatiser l'échec, c'est-à-dire considérer qu'il y a dans l'échec, dans la mauvaise note, un chemin vers la réussite et vers le progrès. Et j'aime bien citer les sportifs parce qu'ils sont souvent des modèles qui inspirent les enfants. Ici, Michael Jordan, euh, euh, légende du basket, dit la phrase suivante sur l'échec: j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie, c'est pourquoi je réussis. Ça, c'est un mental vraiment de sportif de haut niveau. Et je pense que c'est inspirant pour des enfants qui parfois se sentent nuls, qui n'ont pas réussi à réussir une interro, à réviser ou à comprendre ce que dit le prof. C'est pas grave en fait. Il faut réussir à, dans l'échec ou dans l'erreur, trouver un appui pour rebondir. Alors, petite question avant de passer à la suite et à ce qui attend concrètement votre enfant en troisième en français, en maths et en méthode. Qu'est-ce qui est le plus dur en ce moment avec votre enfant? Est-ce que c'est de garder le dialogue? Est-ce que c'est de poser ce cadre dont je vous parlais? Est-ce que c'est de gérer les émotions? Est-ce que c'est de l'aider dans son travail? Ou est-ce que c'est autre chose, hein? N'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a d'autres réponses auxquelles vous pensez. Diane, vous me dites c'est de poser le cadre. Séverine, c'est plutôt gérer les émotions. Patricia, l'aider dans son travail. Carole, c'est le cadre. Aurélie, quelle piste pour ne pas le braquer? Natacha, la concentration constante. Delphine, un peu tout. Poser le cadre, gérer les émotions, l'aider dans son travail. Marie, les émotions. Emmanuel, le cadre. Ouais, ok. Bah oui, c'est pas évident hein, de gérer les enfants de cet âge, mais c'est un métier, ça s'apprend. Alors on y va. Qu'est-ce qui attend votre enfant en troisième, en français et en maths? Bah, ce qui change en maths, d'abord, c'est le gros événement de la classe de troisième qui va être l'apparition des fonctions. Ça, c'est clé puisque les fonctions, ça va le poursuivre ensuite jusqu'en terminale, s'il continue les maths jusqu'en terminale. Les fonctions, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez peut-être avec... c'est peut-être un bon souvenir, peut-être un mauvais souvenir pour vous. Les fonctions, ça sert à décrire comment une quantité dépend d'une autre. C'est marrant, j'ai passé cet été du temps avec des élèves qui rentrent en troisième, pardon, qui rentrent en seconde, qui ont vu les fonctions l'année dernière, ou d'autres qui rentrent en première d'ailleurs. Aucun n'a été capable de m'expliquer à quoi servent les fonctions. C'est-à-dire, ils ont tous fait des fonctions toute l'année, ils ne savent pas à quoi ça sert. Ça, c'est quand même un élément qui me sidère, c'est qu'on n'apprend pas à l'école à quoi ça sert d'apprendre et de maîtriser ce qu'on nous demande d'apprendre. Et tout d'un coup, quand on comprend l'utilité que ça peut avoir dans la vie, ça donne un sens, ça donne envie de travailler. Et les fonctions, et tout ce qu'on apprend en maths en général, c'est la vie en fait. Ça s'incarne dans des exemples très précis. Et donc, c'est un peu décevant, désolant d'apprendre ça, de découvrir que les enfants n'ont pas toujours de perspective et ne comprennent pas bien pourquoi on leur demande d'apprendre ça. Les fonctions, c'est vrai que c'est un peu abstrait. En quatrième, on observait des relations entre les nombres, hein. Plus ça augmente, plus le nombre plus une quantité augmente, plus son prix monte, par exemple, plus son prix baisse, ça dépend. Bref, il y a une relation de nombres. En troisième, on va essayer de modéliser de la forme suivante: f de x égale 5x, par exemple, plus 2. Et là, on passe du coup d'une constatation d'une relation entre deux nombres à une prédiction abstraite. C'est un exercice intellectuel qui n'est pas évident pour tous. Et beaucoup d'élèves perdent pied quand on quitte le monde de la réalité illustrée pour la réalité abstraite, en fait. Euh, Ce qui change en français maintenant. En français, l'objectif, en troisième, et surtout avec le brevet en fin d'année, ne va plus être de comprendre un texte, mais d'analyser l'intention de l'auteur. Donc là, c'est un déplacement
qui est très important, avec des sujets comme montrer que l'auteur cherche à convaincre, quel procédé utilise-t-il, voilà une question type brevet. C'est la première étape vers le commentaire de texte, qui sera l'épreuve du bac de français en première. Et là, on travaille l'analyse, l'esprit critique, tous ces outils qui vont servir en première, mais en seconde, en première, mais aussi en terminale dans d'autres matières, et puis au-delà du bac, dans beaucoup de filières d'études supérieures. On va apprendre à l'enfant à ne plus se positionner à la place du lecteur, mais à faire un pas de côté pour se positionner à la place de l'auteur. C'est une petite différence, mais qui va changer beaucoup de choses en termes de méthodologie. Si vous voulez avoir un aperçu de ce qui est attendu d'une illustration, je peux vous inviter à regarder j'avais publié à l'approche du brevet cette année, là, il y a quelques mois, une vidéo que j'ai publiée sur le compte Instagram de la méthode Aristote qui s'appelle la méthode pavée, P-A-V-E, et qui illustre notamment ça. Comment on fait en sorte que sa réponse fasse gagner des points et qu'est-ce qu'on attend concrètement à l'épreuve de français sur ce sujet-là, sur ce thème de l'intention de l'auteur. Vous verrez, vous pouvez la montrer à votre enfant et ça lui donnera un avant-goût de ce qu'il attend. Voilà ce qui change en français. En maths, j'en ai parlé, en français aussi. En méthode, en termes de méthode, ce qui va changer, c'est beaucoup les questions d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu en quatrième une accélération et ça va continuer. On attend de l'enfant en troisième, des élèves de troisième qui continuent d'anticiper, de planifier de plus en plus. Or, petit retour sur les sciences neuronales, la planification, c'est une fonction exécutive qui se développe tardivement. Ça vient du cortex préfrontal, c'est cette zone du cerveau qui permet d'anticiper et de planifier, et c'est la dernière à mûrir. Et donc, pour un enfant, un adolescent, un contrôle dans 2 semaines, ça n'a pas beaucoup de réalité. 2 semaines, 2 mois, 2 ans, c'est très loin tout ça, en fait. Et donc, ils ont beaucoup plus d'incapacité à se projeter parce qu'ils sont dans le présent. C'est peut-être une forme de sagesse d'ailleurs, mais en tout cas, c'est utile dans la vie de savoir planifier. Et c'est indispensable quand on veut réussir sa scolarité de voir venir en fait les échéances. Et donc, ce qui est très important, c'est d'arriver à apprendre à un enfant à anticiper et à organiser. C'est ça aussi beaucoup la méthode, hein. Quand on parle de méthode, il y a la méthode attendue pour un exercice donné, mais il y a aussi la méthode de travail. Et ça passe aussi ça passe d'abord et avant tout par l'enjeu de l'agenda. Parce que parfois, on fait des mauvais procès aux enfants en disant que ils n'en foutent pas une, ils font aucun effort, mais c'est juste qu'ils ont du mal à se projeter dans le temps. Et ça commence la planification par l'organisation de l'agenda, c'est-à-dire que la gestion du temps, l'organisation du travail, sont souvent des sujets qui sont la cause des décrochages de certains élèves en troisième, en seconde, et au contraire, qui sont des enjeux que d'autres élèves réussissent très bien, et ça passe beaucoup concrètement par l'agenda. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'agenda? Il y a un énorme enjeu avec l'agenda, et le premier des enjeux, c'est probablement la concurrence avec les agendas en ligne. Parce que votre enfant, probablement, vous pouvez me le dire dans le chat, hein, a son agenda papier, mais a aussi accès à École Directe ou Pronote, ou peut-être encore un autre agenda en ligne. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat comment ça marche dans votre collège? Quelle est la règle? Quelle est la doctrine? Voilà, il ne le remplit plus depuis Pronote, me dit Patricia. Effectivement. Pronote uniquement, me dit Natacha. Voilà, bon. Les deux. École Directe, me dit Jeanne. Ok, donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que il est assez classique. D'abord, on se rend compte, c'est que comme vous dites, Marie, le souci, c'est que les profs mettent les devoirs sur École Directe ou sur Pronote, mais aussi sur l'agenda. Parfois, il y a des informations qui sont dans l'agenda, mais pas sur les agendas en ligne. Parfois, c'est le contraire. Nous, on n'avait pas ça à notre époque. On avait un seul agenda, une seule source d'information. C'était beaucoup plus simple. Et là, ça pose vraiment problème. C'est une vraie difficulté supplémentaire qu'ils ont à cette génération. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très important d'arriver à faire comprendre à votre enfant
qu'il est indispensable qu'il conserve un agenda papier et que ce soit cet agenda qui centralise tout. Vous me dites qu'il y en a qui délaissent leurs agendas depuis qu'il y a Pronote ou qu'il y a École Directe, et on peut le comprendre, hein. C'est tentant de se dire bah, pourquoi est-ce que j'écrirais sur mon papier alors qu'il y a tout dans l'agenda en ligne. Bon. Ou même s'il n'y a pas tout, en fait, les profs quand même de plus en plus le mettent en ligne. Alors c'est très important de comprendre que d'avoir inscrit quelque chose à la main sur un agenda papier, de l'avoir écrit, ça n'est pas du tout la même prise de conscience que de lire sur un écran. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui abandonnent l'agenda papier pour Pronote ou pour École Directe et qui arrivent à s'en sortir pendant quelques mois ou quelques années, puis à un moment donné, très vite, ça les rattrape. Et c'est très rare au lycée d'arriver à se contenter de ces agendas en ligne. Et du coup, ils reviennent aux agendas papier. Et donc, moi, je vous encourage, dès la classe de troisième, à dire à votre enfant qu'il faut que tout se trouve dans son agenda papier. C'est hyper important. Parce que quand on écrit qu'on a un contrôle d'histoire pour jeudi prochain, ça crée une prise de conscience beaucoup plus forte que quand on lit une notification sur un écran. C'est la main qui note qui fait exister l'échéance dans la tête, en fait. Et noter plutôt que consulter, c'est ça qui fait prendre conscience qu'on a bel et bien une échéance qui arrive. Donc l'enjeu, je pense, l'un des enjeux pour réussir, c'est d'arriver à encourager votre enfant à avoir dans son agenda papier tous ses devoirs. Et donc, s'il y a des informations qui se trouvent sur Pronote ou sur École Directe qui ne sont pas dans l'agenda papier, eh bien, il faut l'encourager à prendre son crayon et à les retranscrire dans son agenda papier. Il pourra vous dire, mais ça ne sert à rien, c'est inutile, je recopie ce qu'il y a sur l'écran. Non, ce n'est pas inutile, c'est indispensable même, parce que c'est comme ça qu'il va prendre conscience de ce qui va se passer, parce que l'agenda, c'est quoi? Et ça, c'est mon autre point. L'agenda, il faut bien comprendre, ça n'est pas juste l'endroit où l'on indique les rendus, les devoirs qui doivent être rendus. C'est aussi l'endroit où il faut insérer les séances de préparation. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, un gros contrôle de maths dans 10 jours, il ne faut pas juste que ce contrôle trouve une place inscrite à la date de dans 10 jours. Il faut du coup, à J-2, à J-5, à J-8, loger des séances de révision de cet interro. Et là, seul l'agenda papier est capable de recueillir ces séances de préparation en vue d'un rendu. C'est-à-dire que l'agenda, il faut que l'élève le comprenne, n'est pas juste l'endroit où on note ce qu'on doit faire, doit rendre, mais doit également recueillir des séances de préparation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à un enfant. Et ce qu'on fait beaucoup dans les séances de méthodologie qu'on propose, c'est d'arriver à faire parler l'élève et lui faire verbaliser ce qui arrive. C'est-à-dire quand il y a par exemple un élève qui écrit dans un agenda réviser, j'ai vu ça l'autre jour, réviser les dates des frises, réviser les dates de la frise en histoire. Quand on voit ça, le prof n'a pas verbalisé, n'a pas dit qu'il y avait une interro spécifiquement, mais quand même, ça sent l'interro, réviser les dates de la frise. Donc ça, c'est aussi un sujet, c'est décrypter ce que le prof a voulu dire. Parce que parfois, le prof, il va prononcer le mot interro au contrôle, parfois, il ne va pas le faire, mais il va vous donner des indications qui laissent penser qu'il pourrait y avoir une évaluation. Et donc, avoir une lecture active de son agenda, c'est décrypter ce que le prof a bien voulu dire, et pas seulement explicitement dit. C'est aussi loger donc des séances de préparation avant des échéances importantes. C'est aussi découper les tâches importantes. Quand il y a écrit lire le chapitre 1 à 5 de Bel Ami de Maupassant pour dans 10 jours, en fait, c'est peut-être pas mal de se rendre compte, de mesurer le nombre de pages, parce que le chapitre 1 à 5, ça se trouve, c'est 80 pages. Et donc, si on se rend compte de ça la veille, ça va être compliqué. Et donc, mesurer l'importance de la tâche, anticiper, regarder, voir venir les gros problèmes, hiérarchiser, prioriser, c'est l'art de la planification qui demande de la méthode. Et tout ça part au début de la qualité de l'information. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a des élèves qui manquent
une partie des informations données par les profs. Et la scène assez classique, c'est euh, euh, le prof à la fin du cours, la cloche vient de sonner. Si la cloche ne sonne pas, en tout cas dans votre collège, c'est la fin du cours, on le voit bien parce que c'est l'heure et les élèves commencent à se lever et à ranger leurs affaires. Le prof lui-même range ses affaires. Donc il y a un brouhaha qui s'installe dans la classe. C'est le moment que le prof choisit pour annoncer les devoirs à faire. Parce qu'il a oublié, il n'a pas vu leur passer, et là il dit: ah oui, au fait, pour mardi prochain, vous ferez. Et là, vous avez des élèves qui sont debout, qui rangent leurs agendas, leurs cahiers, personne ne note. Et c'est là qu'on perd l'information. Les bons élèves, les premiers de classe, ils restent assis sur leur chaise. Et au moment où c'est le brouhaha, c'est la cacophonie, ils renforcent leur attention. Et c'est là qu'ils notent tout ce que le prof est en train de dire. C'est difficile de faire ça parce que c'est le pire moment. On n'a pas envie d'écouter, mais tant pis, on le fait, on se force, on arrive 30 secondes en retard à la récréation, c'est pas grave, on prend l'information. La prise d'information, c'est un réflexe qu'il faut réussir à prendre, c'est indispensable. Donc voilà un exemple de réflexe qu'on peut essayer de donner à des enfants pour travailler sur la planification. Autre changement en troisième, c'est le début, les prémices de la prise de notes. De plus en plus, les profs vont accélérer et vont arrêter de dicter les cours. C'est-à-dire qu'au lycée, vous verrez, ça va être encore plus le cas. Le prof va parler d'abondance de cœur comme je le fais là. Il ne va pas faire en sorte que les élèves puissent tout noter. Et l'élève, du coup, va devoir prendre des notes et non plus recopier mot à mot. Ça implique quoi de prendre des notes? Ça implique de mettre la main au travail, en fait, et de laisser la tête. Non, c'est pas c'est pas de la bonne formule, laisser la tête au repos. C'est au contraire, c'est recopier, c'est mettre la main au travail et laisser la tête au repos. Reformuler, c'est le contraire. Parce que quand le prof dicte, on a le temps d'écrire tout ce qu'il dit et on peut le faire de façon automatique et machinale et penser à autre chose. Enfin, inversement, quand on ne peut pas tout noter, il faut trier l'information et il faut du coup réfléchir. Et trier et reformuler en même temps, c'est pas simple, mais ça s'apprend. Et c'est ça que votre enfant va devoir apprendre à faire à partir du lycée. Donc autant commencer en troisième. Et je vous ai mis dans le support que vous allez recevoir ensuite par mail une série de mots qui sont des abréviations qui vont l'aider dans sa prise de notes. Donc il y a des abréviations qui sont des mots de liaison, des abréviations à usage général, certaines qui concernent plutôt le français ou la littérature, les sciences, l'histoire géo, bref, vous retrouverez tout ça. Un autre élément important à partir de la troisième et de plus en plus important jusqu'au lycée, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'on va vous demander de réciter votre leçon. Donc il faut apprendre euh, avec l'envie d'avoir compris. Là, je vous ai mis un extrait une image qui rappelle, qui illustre une scène mythique de la mythologie grecque, qui est le tonneau des Danaïdes. Les 50 Danaïdes sont les femmes qui ont euh, assassiné leur époux lors de leur nuit de noces et qui ont été punies et en représailles, elles sont condamnées à l'éternité, à devoir remplir un tonneau percé. Vous voyez, la jarre est percée en dessous pour l'éternité, elle est percée de trous. Et donc, c'est souvent une métaphore que j'utilise pour montrer ce qui se passe dans la tête de certains élèves qui apprennent, mais ne se rappellent plus du tout de ce qu'ils ont appris le jour J. Tout simplement, pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils ont une mauvaise mémoire, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à apprendre. Et apprendre pour que ça dure, pour que l'information s'inscrive dans sa mémoire long terme, eh ben, il y a des techniques qu'il faut connaître. Et la plus efficace d'entre elles, c'est probablement de savoir faire une fiche. Une fiche, c'est quoi? Une fiche, c'est la condition pour que l'information passe dans sa mémoire long terme. Mais la fiche, pour qu'elle joue son rôle de fiche et qu'elle puisse encoder l'information à long terme, il faut qu'elle soit personnalisée. C'est-à-dire qu'il faut que l'information que l'élève va mettre sur sa feuille ne soit pas indiquée, rédigée de la même façon la façon dont pardon. Il faut que ce soit pas indiqué comme le ferait son voisin. Si en fait votre enfant fait une fiche qui ressemble à celle-là, il faut le lui dire, ça n'est pas digne d'être appelé une fiche. Ça, c'est du recopiage. Hein, il n'y a qu'à voir sur ces Bristol-là, l'enfant n'a pas traité l'information de façon personnalisée. Il a recopié les éléments qu'il jugeait importants, il a fait un premier tri, mais il n'a pas vraiment personnalisé l'information. Et quand la fiche n'est pas
le fruit d'un traitement personnalisé de l'information, tant qu'elle n'est pas personnelle, vraiment, tant qu'elle ne contient pas des symboles, des dessins, peut-être des références qui n'appartiennent qu'à lui, des références à des films, à des livres, des refs, comme ils disent, ou des clins d'œil peut-être même, la fiche ne joue pas son rôle d'encodage long terme. Une fiche, ça doit ressembler à ça. Là, on a des vraies belles fiches, on le voit. L'enfant s'est creusé la tête, s'est demandé comment il devait représenter l'information. Certains font des schémas avec des flèches dans un sens, dans l'autre. Certains font des tableaux. Certains... Là, on voit bien qu'il y a eu un travail de digestion de l'information avant de la coucher sur la feuille. Et c'est ce travail-là qui fait que l'information va durer, va rester durablement en mémoire. Et donc, évidemment, pour récupérer la fiche d'un camarade, ça c'est encore pire, ça ne sert absolument à rien, puisque là, c'est même pas que la fiche est standardisée, c'est que c'est même pas lui qui l'a faite. Donc, apprendre à faire une fiche, ça fait partie des séances de méthodologie qu'on propose à nos collégiens et lycéens, parce que c'est vraiment un moyen de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Nous, quand on fait des fiches dans le cadre de séances interactives, l'enfant, à la fin de la séance, il a fait 2 fois sa fiche, et il est capable de la refaire une 3e fois, le lendemain, 10 jours plus tard, parce qu'il a travaillé sur justement les moyens mémotechniques qui n'appartiennent qu'à lui. Et alors, quid des fiches faites par l'IA? Bah, vous avez la réponse. Magnifique, c'est les plus belles des fiches, les plus belles et les plus rapides. Elles ne servent strictement à rien. Le but de la fiche, c'est pas qu'elle soit jolie, c'est pas qu'elle soit belle, c'est pas qu'elle soit complète, c'est bien qu'elle soit complète, mais le but de la fiche avant tout, c'est de faire passer l'information dans la mémoire long terme. Et donc tout le travail qui consiste à se dire, j'ai une page blanche et j'ai un cours, comment je vais restituer ce cours sur la page, quels sont les liens logiques que je vais faire, c'est ce travail qui permet ensuite, lorsqu'on a besoin de se remémorer l'information, de remonter à la surface. C'est des crochets mémoriels, en fait. Toutes ces références, ces symboles, ces dessins sont des crochets mémoriels qui permettent à l'information de remonter à la surface quand on en a besoin. Donc, une fiche faite par l'IA, ça ne sert strictement à rien. Et donc, ces méthodes dont je vous parle ne sont hélas pas vues tellement à l'école. Nous, on le fait donc dans le cadre de notre accompagnement, évidemment. On s'appelle la méthode Aristote parce qu'on sait à quel point la méthodologie, c'est important. Et oui, ça fait partie des nombreux thèmes de méthode qu'on apprend à nos élèves. Je vois l'heure qui passe, alors j'avance et je voudrais vous parler, je ne voudrais pas vous quitter sans vous parler de l'état d'esprit qui est important pour réussir à se préparer au virage du lycée et à mettre en place dès la 3e. D'abord, la concentration. Il faut bien se dire que le cortex dont je vous ai parlé, qui est le siège de pas mal de fonctions exécutives, est aussi le siège du contrôle des impulsions. Et il n'est pas très mûr encore à cet âge-là, et donc il est plus difficile en fait de résister à une distraction quand on est en 3e que quand on est un adulte. Et donc on a tous connu le cas de l'enfant qui doit faire un exercice de maths, puis il a besoin d'une équerre, et il n'a pas d'équerre, donc il sort de sa chambre, il cherche une équerre, puis il passe dans la cuisine, et puis il voit, il a faim tout d'un coup, il se rappelle qu'il a faim, donc il se mange une petite tartine, et puis il cherche mollement son équerre, et puis il arrive dans le salon, il voit son chat sur le canapé, donc il va lui faire des papouilles, et puis sur la table basse, tiens, il y a un magazine, il le prend, il le feuillette au bout d'une demi-heure, il a, il a rien fait. Enfin, il a fait plein de choses, mais il n'a pas avancé son exo de maths qui aurait pu durer 10 minutes, il n'a même pas l'équerre encore. Donc il traîne, il cherche toujours à repousser. Donc l'objectif, c'est d'arriver à se concentrer. Et il y a des techniques pour ça, toujours de la méthode, on y arrive. Je réponds à Diane au passage qui me demande comment demander aux enfants de faire des fiches si les enseignants ne leur conseillent pas. Ben, j'ai une très bonne façon de faire. Moi, je fais des fiches avec eux et à la fin de la séance, ils me disent ah ouais, mais génial, en fait, ça m'a été vachement utile, je ferai ça maintenant. C'est-à-dire leur faire prendre conscience que c'est utile, leur faire prendre conscience que c'est pas compliqué, que c'est juste une procédure, une méthode à suivre et que c'est diablement efficace. Ces enfants, ils sont pas bêtes, s'ils sentent que c'est des outils utiles, en fait, ils vont les utiliser. Expliquer à un enfant qu'il vaut mieux utiliser un marteau pour faire entrer un clou dans un mur, en fait, il faut d'abord qu'il se fasse mal avec ses doigts, puis qu'on lui montre une fois, et après, il n'y a plus besoin de lui expliquer, il va le prendre comme un grand, le marteau. Bah, c'est comme ça qu'on fait, nous. Alors, la concentration. Vous vous rappelez vous voyez ma photo là, la photo de cet immense athlète que je partage, qui a encore fait parler de lui cet été parce qu'il a battu tous les records. Mais il y a un début de réponse, à mon avis, dans ce qu'il raconte, lui, quand on l'interroge, qui peut être très utile sur l'efficacité et la concentration. Ce que dit Léon Marchand,
puisque c'est de lui dont on parle, c'est que lui, il se méfie de la motivation. C'est hyper intéressant. Il dit la motivation, elle est émotionnelle. Ça veut dire qu'on l'a un jour et on l'a pas le lendemain. Et donc, lui, il ne croit pas que la motivation, ce soit le levier principal pour réussir et pour progresser, pour travailler. Lui, il croit beaucoup plus au rituel. C'est-à-dire qu'il dit, moi, dans la majorité des cas, j'avais pas envie de me lever le matin à 5 heures du matin pour me jeter dans l'eau. Et donc, si je l'avais joué à la motivation, j'aurais décroché. Ce qui fait que je me suis levé tous les jours pour travailler aussitôt, c'est que j'étais attendu par un coach, attendu par mon équipe, et il y avait un rituel qui se mettait en place, c'était tous les jours à la même heure. Et à la fin, c'était dur au début, mais assez rapidement, j'ai pris le pli, ça devient un automatisme. Je vous ai mis la phrase complète que vous pourrez retrouver ensuite et qui est très inspirante. Parce que ça, c'est un sujet important, mettre en place des rituels. Toujours, toujours travailler à la même heure, au même endroit, de la même façon. Donner du sens, j'en ai parlé. Expliquer aux enfants à quoi ça sert d'apprendre ce qu'on leur demande d'apprendre. Et l'envie, une fois qu'on a l'envie, on donne la bonne méthode. Et à ce moment-là, les progrès suivent et durent dans le temps. Changer des choses, mais des petites choses. C'est très important de comprendre que la différence entre votre enfant et le premier de la classe ne tient pas à son intelligence, ne tient pas à un style de vie complètement différent. C'est des petites habitudes qui sont peu coûteuses, mais qu'il faut tenir dans le temps. Il ne faut pas chercher la grande révolution, il faut chercher des micro-changements. 1% chaque jour vaut plus que 100% un soir. Si votre enfant n'a pas travaillé de toute la semaine et qu'il fait 2 heures de travail efficace le dimanche soir, il peut avoir l'impression qu'il a tout récupéré. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quelles que sont ces petites habitudes qu'on peut changer? D'abord, peut-être réfléchir, je vous donne quelques exemples qui sont des thèmes qu'on traite dans nos lives, mais réfléchir aux priorités avant de se lancer. C'est-à-dire, avant de faire une séance, je me lance sur quoi? Je regarde bien l'agenda et j'essaie d'évaluer la taille des exercices qui viennent. Et j'ajoute à ça mon niveau. Si j'ai un gros DST de maths, mais que je suis très fort en maths, c'est peut-être pas aussi important que si je suis nul en maths. Donc, se rendre compte de ce qu'on doit faire, poser le sens des priorités, tout noter dans l'agenda, j'en ai parlé tout à l'heure, relire ses notes le soir, juste 5 minutes, ça change tout, petite habitude. Poser une question quand on n'a pas compris en cours, combien d'élèves n'osent pas poser de questions? Il y a toujours les 5 mêmes qui lèvent la main. Mais si votre enfant fait partie des 5 qui lèvent la main, il va se mettre à avoir une attitude active en classe et il va se mettre à écouter beaucoup plus et il ne va pas oser le faire au début parce qu'il va penser qu'il est ridiculisé. Mais s'il se lance une fois parce qu'il pose une question, parce qu'il n'a pas compris, la deuxième fois sera beaucoup plus simple. Donc, forcer un enfant à se dire challenge, tu poses au moins une question une fois aujourd'hui, n'importe laquelle, je m'en fiche, tu lèves la main, ça va le forcer, même si c'est un peu artificiel au début, à se lancer et à débloquer quelque chose dans sa tête. Et il faut qu'il comprenne que quand on pose une question, on ne passe pas pour un débile, on ne passe pas pour un idiot, même si on commence par dire j'ai pas compris. Au contraire, c'est un signe de courage intellectuel, c'est un signe d'intelligence finalement de dire qu'on n'a pas compris. Et ça va être utile aux autres, parce que les autres, il est très probable qu'ils n'aient pas compris non plus. Se forcer à avoir une attitude active en classe, poser des questions quand on n'a pas compris, respecter des rituels, poser son téléphone dans une autre pièce quand on travaille, plutôt que juste retourner sur son bureau. Toutes ces petites habitudes, ces micro-changements peuvent avoir un impact considérable, à condition qu'on les tienne dans le temps. Parce que si on fait ça quelques jours et qu'on se dit ça n'a pas eu d'impact sur mes notes, ça n'a aucun sens. Et c'est même pas en 3 semaines que ça va arriver, c'est en plusieurs mois. On juge une méthode de travail en au moins 3 mois. Et donc, il faut tenir bon. Il faut se rappeler de cet effet boule de neige. Il ne faut pas abandonner. Il faut se rappeler que Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde, il a commencé par mettre un dollar chaque semaine dans sa tirelire, mais il ne s'est pas arrêté au bout de 3 semaines. Sinon, il aurait pu se dire au bout de 3 semaines, c'est pas grand-chose que j'ai économisé, j'arrête. Il a tenu toute sa vie. À la fin, il a des milliards. Donc, se tenir à ce rituel, se tenir à ces nouvelles petites habitudes qu'on va changer, c'est un enjeu énorme. En tant que parent, ce que vous pouvez faire, c'est éviter de lire les premières notes, non pas du lycée, pardon, mais de la troisième, comme un verdict. C'est-à-dire qu'une baisse ponctuelle des résultats, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'alarmer, ça dit simplement que la méthode n'est pas forcément acquise. La troisième, ça va une année qui va finalement être une année un peu charnière parce qu'elle préfigure le tournant du lycée. Il y a le brevet, on en a parlé, on parle d'orientation. Il faut réussir à accompagner son enfant sans lui donner son stress. Son corps, ses émotions sont en pleine tempête, son rapport aux autres aussi est en train de changer. C'est pas facile quand on est parent d'accompagner son enfant.
Ce qui va changer beaucoup, c'est la méthodologie, c'est l'organisation, c'est la prise d'informations dans l'agenda. C'est là que se loge vraiment la différence entre les premières classes et les autres. Ça passe aussi par le goût de l'effort, développer ce goût de l'effort, donner du sens aux apprentissages. Là, c'est la fin de l'été. C'est peut-être l'occasion, dernière occasion de parler un peu de ce qu'il va apprendre et de l'intérêt d'apprendre tout ça. Euh, on s'appelle la méthode Aristote parce qu'Aristote était le professeur particulier d'Alexandre le Grand quand il n'était encore qu'adolescent, qui a eu la chance d'avoir cet immense philosophe aussi scientifique à ses côtés chaque jour entre ses 12 et ses 17 ans. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner nos élèves de la meilleure des façons, en leur donnant l'excellence d'Aristote, mais avec le goût du jour, tous les outils qui nous permettent d'accompagner nos enfants, les collégiens et les lycéens qu'on accompagne, non pas une seule fois dans la semaine, mais de façon régulière, avec un point de contact chaque semaine, avec des ateliers de méthode avec des grands profs, des cours individuels ou en tout petit groupe selon le besoin d'autonomie de votre enfant, des séances de travail supervisées, un plan de travail qui est mis en place chaque semaine entre le tuteur et son élève, à partir de ce qu'il trouve dans son agenda et de ses priorités qu'on va concevoir avec lui. Et puis au moins une séance autonome qu'il peut faire sur notre plateforme à laquelle il a accès de façon illimitée. Donc c'est au moins 3 points de contact dans la semaine. Et si vous voulez, et des rapports qu'on vous envoie chaque semaine, si vous voulez en savoir plus, je vous mets dans le chat un lien qui vous permet, si vous le souhaitez, de prendre un rendez-vous et de peut-être proposer de faire un bilan, un peu de méthode sur la façon dont votre enfant travaille. Si vous voulez savoir un peu comment on peut faire, vous pouvez interroger un de nos conseillers en lui demandant si vous pouvez faire un bilan méthodologique. Nous, on a constaté que la plupart des ados ne savent pas quand ils ne savent pas, en fait. Ils considèrent qu'après avoir appris une leçon, c'est bon, ils peuvent passer à autre chose. Et à travers quelques questions qu'on vous pose, on apprend, on en sait de plus en plus sur la façon dont votre enfant travaille et ça nous permet d'identifier des leviers de progression, pardon, adaptés pour lui. Euh, je passe à vos questions maintenant, si vous en avez. Alors, est-ce qu'il est possible de faire tous les 15 jours car des gardes alternées potentielles non-adhésion de notre parent? Bonne question, bonne question. C'est normalement toutes les semaines. Euh, je ne sais pas si ça marche, ça. Je vous propose. Alors, le prix, ça dépend de la formule que vous choisissez. Il y en a plusieurs. Vous pouvez appeler nos conseillers qui vont en savoir plus. Si vous répondez à leurs questions, si on peut discuter un peu du profil scolaire de votre enfant, on vous guidera vers le meilleur accompagnement. J'ai déjà un rendez-vous, je demanderai le bilan méthodologique. Oui, c'est toujours les mêmes profs. Oui, alors le tuteur est toujours le même, bien sûr, évidemment. C'est le coach de votre enfant. Et puis après, les grands profs qui vont se succéder lors de ces ateliers de méthode, c'est des grands profs qui ont été profs en prépa, qui connaissent très très bien les leviers de progression. Et donc là, ils vont varier. Il y a des immenses profs de maths, de français, de méthode qui vont succéder. Et non, c'est pas le tuteur qui fait le bilan. Le bilan, il est fourni au tuteur, en revanche, mais c'est un conseiller pédagogique qui vous posera quelques questions. Voilà, alors si votre enfant a effectivement des besoins éducatifs particuliers, soit parce qu'il est TDA ou TDAH ou 10, on a des tuteurs qui sont formés pour ça. Le mien fait un stage depuis lundi en visio. Il adore, il attend avec impatience le cours. Donc, je m'interroge à prolonger sur l'année. Bah, il y a pas mal d'enfants qui suivent des stages en ce moment avec nous, mais évidemment, on sait que beaucoup d'entre eux vont prolonger pendant l'année avec nous. Sachez qu'il n'y a aucun engagement de durée. Donc, de toute façon, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc, nous, on vous encourage, en effet, si vous avez trouvé que c'était utile, à continuer dans le cadre d'un accompagnement hebdomadaire dont j'ai parlé là, avec des grands lives de méthodologie chaque semaine et des séances de tutorat. Et vous verrez si c'est utile. Ce qui est sûr, c'est que si on donne un peu de temps, nous, ce qu'on constate, c'est que les progrès se font et durent dans le temps. Et l'objectif, c'est de motiver aussi l'enfant et qu'il ait envie, en fait, d'apprendre. Parce que parfois, ces profs de l'école sont pas capables de lui donner le goût de l'effort et de la méthode. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. J'espère que j'ai été utile pendant ce live. Désolé de mes 5 minutes de retard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si j'ai répondu à vos questions, si vous en avez d'autres.
Vous êtes les bienvenus pour notre accompagnement au sein de la méthode Aristote. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Au revoir Natacha, merci de votre participation. Au revoir Diane, au revoir Patricia, au revoir Jeanne, Perrine, Karine. Merci beaucoup de votre temps et j'espère à bientôt dans le cadre d'autres lives, par exemple, si vous le souhaitez. Passez une bonne journée et bonne fin de mois d'août et bon courage pour la rentrée. On est là si vous avez besoin d'aide. Au revoir.